je vais commencer ma présentation. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Natacha Louis. De toute façon, je vais faire les présentations un petit peu plus tard, un petit peu plus loin. Donc, j'aimerais d'abord et avant tout placer les reconnaissances territoriales. Nous aimerions vous demander de réfléchir au territoire sur lequel vous vous trouvez présentement et de reconnaître que les peuples autochtones utilisent ces terres depuis des millénaires. Alors, de plus, nous tenons à reconnaître leurs descendants et les traités qui existent dans votre région. Moi, je suis présentement à Edmonton, à l'Université d'Alberta. Donc, c'est le traité 6. Et je crois que dans la région de l'Ontario, il y a le traité 10 et 11. Et malgré le fait que ces traités furent signés il y a plusieurs années, ils sont encore pertinents aujourd'hui, et ce, sans oublier qu'il y a encore des terres non cédées. Alors, c'est très, très, très important de reconnaître qu'on est sur des terres non cédées. Alors, sans plus tarder, bienvenue à la présentation sur la pensée des Indes avec les élèves de la maternelle et du jardin d'enfants. Alors, je tiens d'abord à remercier le Centre Franco de m'avoir cordialement invité à prendre part à cette journée fantastique que je trouve importante. Donc, c'est sans plus tarder que, et particulièrement pour le jardin, la maternelle et le jardin, je trouve que souvent, on oublie que ces enfants-là ont besoin, puis qu'il n'y a pas beaucoup de formation des fois qui se fait à leur intention en ce qui concerne les sciences et technologies. Donc, sans plus tarder, je me présente. J'entends beaucoup de bruit derrière moi. Je ne sais pas si vous pouvez fermer vos microphones. Ça permettrait de pouvoir me concentrer un petit peu plus sur la présentation. Alors, mon nom est Natacha Louis. Je suis présentement professeure adjointe à la Faculté d'éducation en didactique des sciences et technologies, mais à l'Université d'Alberta, le campus Saint-Jean est complètement francophone. Et nous avons un volet vraiment dédié au STEAM, c'est-à-dire que c'était mon rôle. C'est mon rôle de développer une recherche et de développer les apprentissages, c'est-à-dire de façon disciplinaire. Donc, avec moi, je travaille avec un professeur, Dominique Manuel, qui enseigne les mathématiques et on s'échange ces groupes-là pour vraiment assurer une pluridisciplinarité dans la discipline des sciences, technologies, ingénierie et maths et environnement, bien sûr. Donc, vous avez mon courriel ici. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Et j'ai aussi mon courriel que j'ai mis à la fin, mon courriel de l'Université d'Ottawa, parce que j'ai fait ma thèse à l'Université d'Ottawa, mon projet doctoral, qui était sur la pensée design, justement. Et j'ai terminé, je pense que j'ai défendu ma thèse en 2021. Donc, c'est tout récent. Alors, un petit peu de background sur mon parcours. J'ai enseigné pendant plus de 20 ans dans diverses écoles au Québec. J'ai enseigné aussi en Suède, aux Pays-Bas. Et c'est vraiment à mon retour de la Suède que je me suis reposé des questions sur la façon dont on tend à enseigner. Ben, ça, c'est il y a longtemps, c'est dans les années 2000, donc c'est de 2000 à 2002 que en Suède. Et c'est à mon retour de la Suède que j'ai entamé des études supérieures pour mieux comprendre comment on pouvait intégrer certaines choses que j'avais apprises en Suède euh, à l'enseignement des sciences et technologies. Donc, aujourd'hui, le plan de la présentation, on va débuter avec quelles sont la pensée design, parce que je suis sûre que certains d'entre vous ont une petite idée, peut-être certains d'entre vous ont déjà utilisé ou expérimenté avec la pensée design, donc je vais sonder le terrain d'abord. Le contexte, pourquoi on en entend parler beaucoup, pourquoi c'est important de nos jours. Je fais un lien entre la créativité et la pensée design, la démarche de pensée design. Je présente un peu ces étapes itératives, les stratégies et les outils qu'on peut utiliser. Ce ne sont que quelques-uns parce qu'il y en a plusieurs, donc il y en a plusieurs autres. Les perspectives pédagogiques derrière cette démarche, la pensée design au cycle préparatoire, c'est-à-dire maternelle jardin. Je donne des exemples concrets qu'on peut utiliser en classe, qu'on peut accompagner les élèves dans leurs apprentissages et les liens avec le programme cadre. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Non? Alors, moi, j'ai une question pour vous. La première étant, qu'est-ce que la pensée design? Puis là, je vais vous demander, j'avais préparé un wall clap, mais il y a trop de gens, donc ça fait pas c'est très complexe. Donc, je vais vous demander si vous pouvez soit réagir avec les réactions
ou d'écrire simplement dans la fonction clavardage. Donc, est-ce que parmi vous, avec un pouce en haut, est-ce qu'il y en a qui connaissent la pensée design? Donc, en faisant la réaction, le pouce en haut, si vous pouvez me montrer s'il y a des gens qui connaissent la pensée design, parce que vous allez pouvoir ajouter à ce que moi, je vous propose aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y en a qui connaissent la pensée design, qui la connaissent? Non? Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Non, non. Oui, est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Non? OK, donc, non? OK, bon, ben c'est bien. Pas trop. OK, un peu. Jamais entendu. OK, non. Alors, euh, donc, la pensée design, on va voir qu'est-ce que c'est. On n'ira pas nécessairement, je vais vous donner les bases, bien sûr, mais comme j'ai mentionné, je donne aussi des formations de 5 jours qui, à chaque étape, on développe chaque étape et l'atelier, c'est vraiment on met la main à la pâte, c'est-à-dire on la fait ensemble. Donc, c'est pour développer les outils, pour utiliser les outils, puis pour voir comment on peut les intégrer en salle de classe. Donc, la pensée design, je vais poursuivre ici, étant donné comment, c'est design thinking, Caroline, en anglais. On utilise design thinking. OK. Donc, la pensée design, ce n'est pas qu'une démarche de conception, parce que les gens ont tendance à croire que c'est les ingénieurs qui utilisent la pensée design ou c'est que les gens dans la gestion qui utilisent la pensée design. C'est vrai, mais c'est aussi les gens, ça vient principalement du monde de la mode. OK? Au départ, c'était vraiment dans l'industrie de la mode. Un designer, pour vêtir son client, doit lui demander ben, quelles sont ses utilités, qu'est-ce qu'il fait dans la journée. Donc, pour vraiment, puis aussi dans le domaine de l'aménagement. Donc, ça a été beaucoup utilisé dans le domaine de la mode, de l'aménagement, qu'on l'utilisait au départ. Mais c'est aussi une démarche de résolution de problème. De plus en plus, on s'aperçoit que c'est une démarche de résolution de problème qui peut être adressée pour à peu près n'importe quel défi ou problème. Et une résolution de problème permettant de trouver des solutions innovantes aux problèmes complexes et indéfinis. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que les problèmes, comme on l'a vu présentement avec la pandémie, au départ, c'était un problème sanitaire, mais on s'est vite aperçu qu'il y avait des ramifications, c'est-à-dire des dimensions externes autour du problème qui étaient au niveau social, qui étaient au niveau humain. Et les problèmes ne sont pas isolés. Il y a des impacts sur beaucoup différentes dimensions, que ce soit environnementaux, humains, peu importe, social. Un problème, c'est complexe en général. Donc, pourquoi de plus en plus on parle de la pensée design puis on redéfinit la façon dont on solve des problèmes? C'est en vue d'adresser les divers problèmes contemporains. Parce que plus on avance dans la technologie, plus les problèmes vont être complexes, c'est sûr. Donc, pour développer la pensée critique, la créativité, la collaboration, la communication, l'empathie, surtout l'empathie, c'est un moteur central à la pensée design. Et on va revenir à l'empathie, comment la développer chez les élèves. Et pour préparer la future génération et aussi pour innover. Donc, tous les problèmes sont pertinents à une démarche de pensée design. Alors, comment on va travailler la pensée design? C'est par un processus de recherche de solutions centré sur l'humain. Donc, pendant plusieurs années, les ingénieurs trouvaient des solutions, que ce soit les ponts, les trucs comme ça, trouvaient des solutions à des problèmes contemporains sans nécessairement sonder le terrain. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas voir les personnes, les usagers qu'on appelle, qui allaient les utiliser. Donc, les personnes concernées n'étaient pas nécessairement impliquées dans cette démarche de solution. Tandis qu'avec la pensée design, on va voir d'abord et avant tout, premièrement, si c'est un réel problème, si c'est un réel besoin, et on va empathiser avec le quotidien, la vie, les défis de la personne concernée, bien sûr. Et les parties prenantes, c'est-à-dire que les personnes autour aussi sont tout aussi importantes. Donc, elle est une démarche de résolution de problèmes, quand j'utilise le sigle RP, c'est résolution de problèmes, itérative, réflexive, collaborative, qui place les besoins de l'humain au centre de ses préoccupations. Alors, c'est pour qui? Pour tous, pour tout le monde, pour la survie de l'humanité, parce qu'on sait très bien, les problèmes complexes, on ne peut pas trouver des solutions aux problèmes complexes avec les mêmes méthodes qu'on les a développées. Donc, il faut penser outside the box, comme on dit, à l'extérieur. Et c'est souvent par des stratégies exploratoires qu'on va y parvenir. Et c'est exactement ça. Ce sont des stratégies exploratoires qui nous amènent vers des solutions
souvent plus durable et souvent plus approprié et adapté pour la personne concernée. Alors, c'est pour les petits et les grands. Et je vais expliquer tout à l'heure comment on peut mettre ça en place dans les salles de classe, surtout avec les petits, qui sont en passant très experts et compétents dans cette démarche-là, sérieusement. Donc, si on peut poursuivre, donc je vais vous présenter ici une petite capsule vidéo qui va vous faire une idée d'ensemble sur qu'est-ce que la pensée design, mais aussi pourquoi. Est-ce que le son, est-ce que l'audio, vous l'avez? Oui, c'est beau. Oui, merci. Alors, quelque chose d'important à retenir de cette capsule vidéo, c'est que les enseignants, toute personne, peut être vecteur de changement. Alors, c'est de trouver des outils. La pensée design propose des outils pour justement arriver à trouver des solutions, à agir sur le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire qui nous entoure. Donc, comme on a vu dans la capsule, il y a 3 grandes phases, c'est-à-dire la phase d'exploration, la phase d'idéation et la phase d'évaluation. Donc, à l'intérieur de ces 3 grandes phases-là, on a des sous-étapes, c'est-à-dire l'étape d'inspiration, qu'on appelle aussi l'étape d'empathie, c'est-à-dire on va aller s'inspirer sur le milieu de quel est le problème, on va aller sonder auprès des usagers. Puis l'usager, puis ça je le dis souvent, ce n'est pas qu'une personne. Ça peut être les bestioles, c'est-à-dire des insectes, ça peut être la rivière, l'usager peut être l'environnement, peut être la cour de récréation aussi. L'usager n'est pas nécessairement une personne humaine, ça peut être des plantes. Alors, l'usager, c'est la personne qui vit le problème. Okay? C'est sûr qu'on ne peut pas aller sonder les oiseaux et tout ça, mais on peut observer.
on peut observer leur comportement, les attitudes et ainsi de suite. Et c'est très, très, très important à cette étape-là, l'observation. Et les élèves de la maternelle, ils sont des experts en observation. J'avais une collègue qui me demandait souvent, j'étais professeure ressources en sciences et technologies, mais aussi j'enseignais l'art dramatique, et elle voulait que je fasse des ateliers avec les élèves de la maternelle. Et ils pouvaient me dire, ça fait 2 fois que tu portes les mêmes chaussures. Ben, tu sais, je veux dire, ils me faisaient tellement peur parce que je me disais, il faut que je fasse attention à ce que je fais et ce que je dis parce qu'ils voient tout. Ils voient tout, ils observent tout. Donc, c'est d'utiliser ces capacités-là, ces habiletés-là, pardon, et de les faire travailler sur ces habiletés qu'ils maîtrisent très bien. Donc, la phase d'inspiration, c'est la collecte d'informations, c'est de trouver le problème. Et quand je parle d'un problème avec la pensée design, c'est un problème ouvert. Je vais faire la différence entre le problème fermé et le problème ouvert tout à l'heure. Ensuite, c'est de définir le problème. Une fois que tout le monde a été faire la collecte de leurs informations, c'est de classer, identifier, organiser, trier. Et là, on parle de toutes les compétences mathématiques, de trier les informations pour donner du sens, c'est-à-dire quel est le réel problème? Est-ce que le problème, c'est seulement vécu par un groupe de personnes ou plusieurs personnes? Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on s'aperçoit éventuellement que un problème qui affecte une personne peut affecter plusieurs autres groupes de personnes. Et c'est ça qui est intéressant. Ensuite, il y a la phase, donc les 2 premières phases, la phase d'exploration, on est dans l'espace problème, c'est-à-dire qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui était et qu'est-ce qui est. On est vraiment dans le moment présent, l'espace problème qu'on appelle. Quand on commence à entrer dans la phase d'idéation, on s'en va plus vers une pensée prospective, c'est-à-dire vers le futur. Qu'est-ce qui pourrait être? Donc, on commence à générer des idées, les possibilités, et il ne faut pas les censurer. Parce que même les idées les plus folles ont souvent des éléments qu'on peut utiliser. Même les idées les plus folles. Souvent, on va rire, on va dire « Ah, 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 c'est un petit peu fou », mais à l'intérieur de cette idée-là, il y a des choses qu'on peut modifier, raffiner, qui sont probablement concrets et plausibles. Ensuite, on a l'étape de prototypage qui se fait souvent en symbiose, c'est-à-dire de façon alternée, parce que souvent, pour laisser une idée de côté, on va essayer de la prototyper juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Okay? Donc, la phase prototypage vient souvent de façon alternée avec la phase de génération d'idées. D'idéation. Puis il ne faut pas oublier que c'est un processus de va-et-vient. Souvent, on va aller retourner voir les usagers pour dire est-ce que c'est vraiment ça que tu m'avais dit? Est-ce que c'est vraiment ça que tu penses? Donc, tout ça, c'est toujours de façon un va-et-vient. C'est une belle danse entre l'espace problème et l'espace solution parce qu'on y revient souvent. Et finalement, la phase d'évaluation, c'est une phase où on va évaluer et communiquer les solutions trouvées et les usagers vont nous aider à raffiner nos idées pour s'assurer que les solutions soient adaptées à leurs besoins. Alors, les usagers sont toujours là avec nous et les parties prenantes, que ce soit le concierge, la directrice, la secrétaire de l'école, peu importe, les parents, ils sont toujours là avec nous pour travailler sur la solution et travailler sur le problème. Donc, ça, c'est de façon générale. Tout à l'heure, je vais arriver avec des situations concrètes. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Je pense que ce matin, les gens avaient pris trop de café, il y avait plein de questions. Donc, cet après-midi, c'est un petit peu plus relax, mais je vais revenir tout à l'heure. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai mentionné, on a vu les trois phases. Ici, je vous propose quelques outils et stratégies parce que la force de la pensée design, c'est vraiment les outils et les stratégies qu'on utilise pour donner vie aux problèmes, donner vie aux solutions aussi. Donc, par exemple, dans la phase d'exploration, on est dans la perspective de comprendre l'enjeu, donc comprendre la problématique. Alors, les différentes stratégies qu'on va utiliser, puis ça, c'en est que quelques-unes, il y en a beaucoup plus que ça. Donc, on va entrer en contact avec les usagers, on va établir une certaine confiance, un lien de confiance. On s'immerge et on observe les contextes similaires et externes. Donc, on va aller à l'extérieur, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, surtout avec les petits. Souvent, on oublie dans les cours de récréation, ce n'est pas tous les cours de récréation qui sont favorables. Souvent, les petits sont avec les grands et ainsi de suite. Donc,
peut-être que c'est un problème qui pourrait surgir de la part de vos élèves, mais on n'a pas un endroit à nous, on peut vraiment, les gens ne font pas attention à nous quand on est sur la cour de récréation. Bref, ça peut être des choses comme ça. Donc, ils vont aller sonder le terrain, ils vont aller voir les plus grands, ils vont aller voir la direction d'école pour voir si c'est un problème sur lequel on peut travailler. Donc, on passe des entrevues, on pose des questions et la méthode des 5 pourquoi revient souvent dans cette posture-là. On va le voir tout à l'heure avec la carte d'empathie. Les 5 pourquoi, et les élèves de la maternelle sont très, très experts dans le pourquoi. Hein? C'est quelque chose qui demande pourquoi. Le pourquoi, les 5 pourquoi en cascade qu'on appelle, par exemple, le concierge qui va dire, les salles de bain, je dois nettoyer les salles de bain régulièrement. Alors, pourquoi? Parce que les élèves ne font pas attention. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de laisser-aller. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sensibilisation qui est faite. Donc, à ce moment-là, on rentre dans le cœur du sujet et ça nous donne des pistes de solutions pour trouver des solutions durables. Donc, on peut utiliser des observations avec le journal de bord, des entrevues, des enregistrements, des photos. Tout à l'heure, ce matin, les gens me disaient c'est difficile d'avoir des tablettes parce que des fois, je propose souvent de se promener avec des tablettes puis d'aller voir les différents problèmes et tout ça. Surtout les petits de la maternelle n'écrivent pas nécessairement tous. Donc, de faire la collecte d'informations avec des captures d'écran ou peu importe, des appareils photo, c'est souvent une bonne idée. Mais s'il n'y en a pas, on peut être leur guide finalement, puis on peut nous prendre les photos pour eux. Donc, on peut utiliser des caméras, des tablettes, la carte d'empathie, comme je le disais tout à l'heure, à laquelle je vais revenir tout à l'heure. Ensuite, dans la phase d'idéation, il y a la recherche de sens commun des données. Donc, on a assemblé toutes les données, on va les classifier, les organiser, les trier, en rejeter, faire des thématiques et ainsi de suite. Et là, c'est là qu'on voit toutes les compétences mathématiques qui se développent, la classification, l'organisation et ainsi de suite. Et on rassemble, organise, trie, sélectionne les différentes informations qu'on a recueillies pour trouver un sens commun. Et là, je suggère souvent aux gens de faire une murale de mémoire collective. C'est quoi la mémoire collective? C'est tout ce qu'on a rassemblé ensemble et ça nous permet de mûrir. Et quelque chose que je propose souvent, que je suggère, c'est que chaque étape soit faite à intervalles d'une ou 2 semaines. Parce que c'est important de laisser mûrir les choses tout en laissant la mémoire collective affichée. C'est-à-dire que c'est en continu. Les élèves, les jours, le matin, arrivent, j'ai trouvé quelque chose d'autre, donc il peut l'afficher avec son post-it ou peu importe. Mais de les laisser accessibles aux élèves pour qu'ils puissent faire de l'itération en continu. Et c'est ça qui est important, de garder la mémoire vive. On appelle ça la mémoire collective ou la mémoire vive. Donc, c'est une façon de les garder toujours en constante évolution avec la problématique et avec les solutions trouvées. Donc, on peut utiliser des feuilles de papier mural, des post-it, des tableaux, des croquis, des dessins, des affiches, des pictogrammes et des ordinateurs où on peut collecter des données. Bon, c'est sûr que c'est l'enseignante qui va le faire jusqu'à un certain point, mais il y a des outils que je vous présente tout à l'heure que vous pouvez utiliser aussi. On peut utiliser des diagrammes à veine. Puis les gens vont me dire, à la maternelle, oui, les petits de la maternelle comprennent très bien le principe quand on leur montre un diagramme à veine. C'est-à-dire que les 2, 3 bulles avec les intersections, les enfants le savent que les espaces communs sont au centre. Donc, c'est une bonne façon d'introduire certains concepts mathématiques très tôt. Okay? Et plus ils les utilisent, ils vont être capables éventuellement de comprendre le sens de cet outil mathématique, qui n'est pas nécessairement juste pour les mathématiques en passant. Donc, il y a aussi la carte relationnelle. Le problème affecte qui? Le concierge, il affecte aussi les autres élèves. Donc, quelle est la relation entre le problème et les autres parties prenantes à l'école? Donc, ça aussi, c'est un outil très intéressant qu'on peut utiliser avec les petits ou avec tout le monde. Au niveau de l'évaluation, il faut donner vie aux solutions. C'est là qu'on va commencer à prototyper. Et le prototypage est très important parce qu'on donne vie justement aux solutions et on s'aperçoit rapidement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et c'est la raison pour laquelle on fait du prototypage rapide. C'est élaborer des prototypes, des maquettes, des modèles. On peut utiliser des Legos, des blocs, la pâte à modeler. S'il y a bien un endroit où vous avez accès à tout ce matériel-là, c'est bien dans les classes de maternelle jardin. Parce que ce matériel-là est à votre disposition de façon permanente.
Il y a aussi, on peut faire des diagrammes, des diagrammes à bande avec les élèves. On peut faire des dépliants, des annonces, parce que, en fait, la solution, c'est pas obligé d'être une maquette. Ça peut être seulement souvent aussi des cartes des cartes de sensibilisation, des affiches, tout simplement. Et ça peut être une histoire, ça peut être une pièce de théâtre, bien sûr, aussi, pour sensibiliser les gens. Donc, ça peut être une pièce de théâtre, la solution de sensibilisation. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications qu'on peut y faire. À la toute fin, je vous ai donné un lien sur la boîte à outils de IDEO, Tim Brown, qui fait partie de la firme de consultation IDEO, qui a développé cette pensée design, cette démarche-là, comme on la connaît, comme celle que je vous présente présentement. Et vous pouvez télécharger la boîte à outils, qui est un document PDF, qui est quand même assez volumineux, et vous avez toutes les étapes avec toutes les ressources en français ou dans la langue que vous préférez. Donc, c'est très intéressant comme outil. Vous avez aussi impliqué les usagers durant la présentation, donc de communiquer les solutions trouvées. Puis c'est vraiment là que le plus grand espace d'itération va avoir lieu. C'est avec les usagers, les élèves vont faire de l'itération. Ils vont revenir, ils vont dire, OK, on va ajuster ça, on va recommencer. Puis des fois, c'est même recommencer. Donc, c'est un processus très dynamique et très itératif et cyclique aussi. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent au niveau des outils et ainsi de suite? Parce qu'après ça, on fait la comparaison avec le programme cadre. Non? Ce matin, on avait parlé justement, les gens me demandaient est-ce qu'il y a des exemples concrets? Et je leur ai dit, il y en a beaucoup dans les salles de classe. Entre autres, les objets brisés, par exemple. Dans la salle de classe, dans la classe de maternelle, il y a souvent des jouets. Et ça serait peut-être possiblement de créer un centre de réparation de jouets. C'est eux qui les brisent. Pourquoi c'est l'enseignant qui doit le réparer? Donc, pourquoi pas leur donner la possibilité, la responsabilité, justement, de réparer les jouets qui brisent? Donc, un centre de réparation de jouets ou de livres, ou peu importe. Donc, de trouver des solutions à des choses qui nous arrivent quotidiennement, qui sont des petits défis et des petits enjeux. Il y a une personne ce matin qui a dit qu'elle avait utilisé une partie de la démarche, puis ça, c'est important. La démarche n'est pas obligée d'être utilisée chaque étape. Pour l'ère de dramatisation, tout à fait, Caroline. Et elle a utilisé la démarche, certaines parties de la démarche, pour trouver une solution au fil et au câble des fils d'ordinateur. Donc, pour les écouteurs, pour les élèves. Donc, ils ont trouvé une façon d'accrocher, ils ont construit des espèces d'harnais où ils pouvaient accrocher les supports qui ne traînaient plus sur le plancher. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire avec les élèves. Et c'est important, je vais en parler tout à l'heure, les problèmes ouverts et les problèmes fermés. Quand on propose déjà un problème aux élèves, on parle de problème fermé. Si on part de rien et on demande aux élèves d'aller sonder pour voir s'il y a un problème, on parle d'un problème ouvert. Bien sûr qu'il faut commencer toujours avec des petites doses et je conseille souvent de trouver le problème avec eux. Et de cette façon-là, on travaille avec un problème fermé sur lequel on a un petit peu plus d'emprise, puis sur lequel on est capable de suivre les élèves. Tandis qu'un problème ouvert, c'est vraiment, des fois, ils peuvent vous dire, vous arrivez avec, est-ce qu'on peut trouver une solution à la sieste? Car je sais qu'il y a des élèves qui n'aiment pas faire la période du repos et ça peut surgir comme un problème. Et bon, il faut trouver des solutions à ce problème-là, mais il faut qu'ils comprennent aussi que la raison pour laquelle on le fait. Donc, ce sont des petites possibilités qu'on peut faire avec les élèves. Ensuite, au niveau des perspectives pédagogiques, il y en a plusieurs. Et selon la littérature, pardon, j'ai quelque chose dans mon œil, selon la littérature, on fait référence aux compétences du 21e siècle, mais ce n'est pas ça qui sortait dès le départ quand j'ai fait mes recherches. C'était vraiment l'apprentissage expérientiel, donc l'apprentissage actif. Quand on travaille avec la pensée design, les élèves vont se promener, vont aller voir la direction, ils vont prendre des rendez-vous avec la secrétaire ou le concierge ou peu importe la direction et ils entrent en communication. Ils développent leurs compétences communicationnelles. Ils développent aussi la responsabilité, leur relation avec l'autre. Ce sont toutes des compétences prévues dans le programme cadre. Donc, ils sont dans l'apprentissage actif. Comment écrire des questions d'entrevue? Ils ne les écriront pas nécessairement, ils vont faire de façon symbolique. Ils vont se faire des petits mots, ils vont se faire un petit texte, ils vont faire des pictogrammes. Ils vont comprendre très bien ce qu'ils ont écrit. Et c'est ça qui est intéressant.
ça développe la créativité, ça développe la motivation et l'engagement de l'élève. C'est sûr que si on rend service à quelqu'un, on est engagé dans ce processus-là. Donc, les personnes qui travaillent dans un processus de design, ils sont engagés, ils ont dit qu'ils allaient aider une personne. Donc, c'est sûr que la motivation intrinsèque est là, parce qu'on rend un réel service. On ne travaille pas sur un problème que on sait la solution, ou on ne travaille pas sur un problème qui ne rendra pas service à personne. On travaille sur un réel problème authentique. Donc, la motivation, ça accroît la motivation intrinsèque. Ensuite, il y a une consolidation des connaissances disciplinaires et pluridisciplinaires, que ce soit en mathématiques, en littératie, en communication, le bien-être, le sentiment d'appartenance, on fait partie d'un groupe, on collabore à trouver une solution ensemble. Wow! Donc, c'est tout ça qui est important. Ce n'est pas juste disciplinaire, mais c'est aussi des compétences, on appelle ça soft skills, on appelle les compétences socio-émotionnelles. Elles sont toutes là quand on travaille avec les autres, à trouver des solutions. Donc, les liens avec le programme cadre. Là, j'aimerais ça faire une petite pause ici et vous faire réfléchir. J'ai consulté ma collègue, Joanne Barrette, qui est ici. Je ne sais pas si Joanne va pouvoir dire un petit mot. J'aimerais ça que tu dises un petit mot. Elle a fait sa thèse de maîtrise sur l'approche Reggio-Emilia. Et elle est une experte dans la matière et elle m'a donné des pistes de liens que je pouvais faire justement avec le programme cadre. Donc, je ne sais pas si tu aimerais dire un petit mot, Joanne. Peut-être que je l'ai mis. Tu veux que je dise un petit mot de quel type, Natacha? Mais la vision de l'enfant, par exemple, ici, quand on parle de l'enfant compétent et capable de réflexion complexe. Oui. Dans le curriculum, dans le programme cadre révisé, donc de 2016, celui qui est en pratique maintenant, on a emprunté la description ou la définition de l'enfant à ce que l'approche Reggio-Emilia promouvait, c'est-à-dire que l'enfant est un être, mais compétent, capable de réflexion complexe. Oui, là, on est dans le plus profond mais au départ, on dit que c'est un être qui est fort, capable, autonome, peut être maître de ses apprentissages bon, quelqu'un auquel on doit prêter attention puis qui compte dans toutes les décisions qui le concernent. Et oui, capable de réflexion complexe, ça c'était quelque chose qui avait été rajouté suite à leur pratique. Ils ont découvert, ils ont fait là-dessus mentir Piaget, que la pensée abstraite était présente chez les très jeunes enfants. Alors, ça ne va pas à 7 ans et plus, comme disait monsieur. Ceci dit, il y a dit bien d'autres choses d'intéressantes, mais là-dessus, c'était intéressant de constater que les enfants sont tout à fait capables de jouer avec des concepts abstraits. Voilà pour l'image de l'enfant. Merci beaucoup, Joanne. J'ai mis la référence de la thèse de Joanne à la fin dans la référence bibliographique. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Elle fait des liens très intéressants avec justement cette perspective de l'enfant compétent et capable, mais aussi les différentes dimensions qui sont abordées dans le programme cadre. Donc, partant de cette prémisse-là, c'est de donner le pouvoir à l'enfant d'avoir un impact dans sa vie et d'être vecteur de changement. Et peu importe l'âge, l'enfant est capable d'être au service de l'autre. Il est capable, avec ses pairs, bien sûr. Donc, ici, on voit, dans le programme cadre, on parle d'approche pédagogique. Donc, on parle beaucoup d'apprentissage par l'exploration dans une culture, l'apprentissage par le jeu dans une culture d'enquête. Donc, l'exploration est très importante, le jeu, très important, et l'enquête. Et vous allez voir, j'ai fait un tableau pour voir quelles étaient les différences entre la pensée design et le processus d'enquête qui est prévu dans le programme cadre. Les pédagogues comme étant un co-apprenant, c'est-à-dire qu'il est là pour apprendre en même temps que l'élève. Dans la démarche de pensée design, la personne qui guide le processus, on l'appelle le facilitateur, la facilitatrice. On est là pour faciliter les apprentissages, on est là pour faciliter les outils, on leur propose des outils, on ne leur dit pas quel outil prendre, on leur propose une panoplie d'outils, une panoplie de stratégies,
Et on est là pour faciliter l'environnement d'apprentissage, au même degré qu'apprenant. J'ai autant appris des formations avec les personnes avec qui j'ai fait la pensée des angles, ils m'ont surpris à chaque fois, et que d'apprendre des élèves qui font un processus comme ça. Donc, ils apprennent autant de nous qu'on apprend d'eux. Mais encore plus dans ce processus-là, moi, j'apprends beaucoup des gens, des façons dont ils voient les choses, parce que c'est vraiment en donnant la parole à l'autre qu'on peut voir comment, c'est quoi ta perspective, puis comment tu vois ces choses-là. Et le milieu, et les pairs en tant que troisième enseignant. Et ça, c'est très important aussi dans la pensée design, le milieu, l'environnement propice à l'apprentissage, mais aussi où on peut prendre des risques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on ne juge pas, et c'est un environnement ouvert, l'ouverture sur les possibilités. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas d'erreur, il y a des prises de risques constantes. Parce que si on ne se trompe pas, on ne saura jamais. Donc, c'est la perspective derrière tout ça. Ensuite, on a, donc, tout à l'heure, on avait les approches pédagogiques. Maintenant, on a les apprentissages. J'ai essayé de décortiquer ça. Et on parle d'appartenance et de contribution. Quoi mieux que sentiment d'appartenance que de rendre service à l'autre, de travailler à trouver des solutions pour quelqu'un qui a une problématique quelconque. Et une contribution collaborative. On parle de compétences collectives, ce qui n'y a rien de mieux quand on travaille avec l'autre. Et c'est là que la beauté, c'est l'interaction, c'est l'émergence des confrontations d'idées. C'est ça qui est intéressant dans cette démarche, ce processus-là. On parle, puis c'est l'autorégulation et le bien-être, et c'est pour les petits, même jusqu'à la 4e, 5e année, je dirais, j'ai vu souvent des enseignants, pas souvent, mais j'ai vu des personnes qui utilisaient la pensée design, le faire tu sais, là, avec un let's go, on y va, c'est sûr que le temps est restreint à l'école, mais moi, je dirais faire une étape à la fois, puis on n'est pas obligé de les suivre. On peut commencer, OK, on veut travailler l'émergence d'idées, on travaille l'idéation. Puis c'est juste pour la pratique de. Et c'est de prendre le temps, parce que les enfants, les tout petits, au niveau de l'autorégulation, c'est pas tout le monde qui est au même niveau. Donc, de travailler comme ça, avec beaucoup de négocier, on n'est pas au même. Les émotions sont vives. Il y en a qui peuvent recevoir ça de façon très agressive. Donc, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Je le dis souvent, faites une étape, et laissez-le pendant 2-3 semaines, mais gardez la mémoire collective. Comme ça, c'est toujours en continu dans leur réflexion, sans nécessairement être là tout le temps. Donc, de laisser un bon espace, parce que plus on laisse mûrir les idées, plus on prend possession, on contrôle de soi, mais on devient plus, on maîtrise la situation aussi de façon plus, je dirais, adéquate. Le sentiment de bien-être, la littératie et les mathématiques, c'est tout au long du processus. On doit compter, on doit organiser combien de personnes ont répondu à mon sondage, est-ce que je vais classer, je vais les organiser, je vais les assembler, je vais en enlever quelques-uns. Donc, autour du processus, c'est sûr, je dis toujours, on a, comment je peux dire, on n'a même pas besoin de suivre le programme cadre quand on fait ça parce on doit suivre le programme cadre, mais on n'a même pas besoin de s'inquiéter parce qu'il va y avoir plus de choses qu'on va pouvoir cocher que de choses qui ne seront pas cochées. C'est très rare qu'on ne coche absolument rien. Très, très, très rare. Et résolution de problèmes et innovation, j'ai pu voir dans ce volet-là tout ce qui était sciences, technologie, innovation, construire, améliorer un objet, un service, un système. Donc, c'est toute la dimension STEAM qui est à l'intérieur des apprentissages en résolution de problèmes et en innovation. Donc, c'est très, très, très intéressant. J'ai été très surprise de voir tous ces volets-là qui étaient que je pouvais faire des liens avec la démarche de pensée design. Quand on regarde, par exemple, à la page 29-30 du programme cadre, vous avez les éléments du processus d'enquête dans le programme cadre de maternelle jardin et on voit différents endroits, certaines étapes de la processus du démarche de pensée design. Par exemple, on parle d'engagement initial. Bien, moi, je vois l'inspiration, je vois l'empathie. C'est-à-dire, on remarque, on observe, on s'inspire du milieu, on s'inspire des problématiques vécues chez les personnes concernées. Donc, c'est tout et sans oublier le jeu. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit, il faut qu'on leur présente de façon ludique. C'est-à-dire, on va aller voir la secrétaire, on va lui demander plein de questions. On va aller voir les élèves de 6e année, on va leur demander plein de questions. Donc, c'est
c'est ce jeu-là, cette espèce de... Et c'est là que l'imaginaire vient. Et c'est là qu'ils peuvent trouver des questions pertinentes. Parce que s'il y a bien des enfants qui savent poser des questions, c'est bien les élèves de la maternelle jardin, les petits. Donc, s'interroger sur des objets, des événements qui les entourent. L'exploration, on a la phase d'exploration dans la démarche de pensée design, explorer, observer, questionner. On va analyser, comparer, on observe, on émet des observations, des hypothèses. On interprète, l'interprétation est très importante. Puis l'interprétation, ça se fait souvent avec les autres. Donc, c'est à partir de la perspective de l'autre qu'on est capable de situer notre interprétation. Donc, c'est vraiment socio-constructiviste. On parle vraiment d'une posture qui est vraiment, on apprend ensemble. J'apprends de toi, tu apprends de moi, et on apprend de ce qu'on sait ensemble. Et on formule de nouvelles observations à partir de ce qui a émergé. L'enquête, la processus d'enquête, on parle de planifier, organiser, réfléchir. Alors, c'est à ce moment-là qu'on organise, qu'on planifie, on va planifier notre processus d'enquête. On rassemble, trie, classe, organise, classifie, décrit, ordonne, constate. Alors, toutes les compétences mathématiques, on les retrouve ici. Au niveau de la communication, on va échanger, partager, discuter avec les autres. On met en commun, on discute, on négocie, on écoute, on partage et on collabore. Donc, c'est ce qui est prévu dans le programme cadre de maternelle jardin. Quand je les ai mis côte à côte et j'ai regardé ce qui était similaire et ce qui était différent. Et comme on peut le voir ici, on a l'exploration, on a aussi la phase d'évaluation. Même si on ne le retrouve pas nécessairement de façon explicite dans le programme cadre, on ne parle pas beaucoup d'idéation. On ne le voit pas. Et on le voit dans les consignes, dans les grandes lignes, mais de façon explicite, on n'a pas tendance à le voir. Et c'est important parce que quand c'est implicite, quand c'est pas explicite, on ne prend pas le temps de le faire nécessairement. Et c'est important cette phase-là parce que c'est vraiment là qu'on voit surgir la créativité, de prendre un temps pour faire l'idéation, sans censure. Les idées les plus folles sont les bienvenues. Et c'est très important, on a perdu ça dans le cadre scolaire où on se dit souvent, puis souvent en devenant adulte, plus on vieillit, puis on se dit, ben non, je ne le dirai pas, c'est stupide. Il n'y a rien de stupide. Il n'y a rien de stupide. On peut émettre nos idées. C'est juste une idée. On ne dit pas on va l'exercer. On fait simplement soumettre des idées. Puis à partir de cette idée-là, qui est des fois peut-être folle, on peut prendre des éléments, par contre, de cette idée-là, qui vont être probablement plus adaptables. Donc, c'est très, très, très important de prendre un temps, et ça, on ne le voit pas de façon explicite dans le processus d'enquête du programme cadre. Un autre élément que je n'ai pas vraiment vu, c'est l'étape de prototypage, où on doit donner vie, un sens aux idées de façon concrète, c'est-à-dire d'utiliser des blocs, de penser avec nos mains. Et ça, c'est quelque chose de très important dans la pensée design, c'est de penser avec nos mains, de penser dans l'agir, dans l'action. C'est très important parce que c'est souvent là qu'on va raffiner nos idées. C'est de façon concrète, que ce soit avec des blocs Lego, de la pâte à modeler, des dessins. On peut faire de la dramatisation, comme on a dit tout à l'heure, je pense que c'est Caroline qui a dit ça. On peut faire des petites pièces de théâtre pour voir on appelle ça des petites études de cas ou des scénarios, des mises en contexte, des scénarios. On peut faire ça avec les élèves pour voir si nos solutions, est-ce qu'elles ont du sens? Est-ce que ça serait adapté? Est-ce que ce serait faisable et acceptabilité, pardon, ce sont des dimensions très importantes dans la concrétisation de la solution qu'on a trouvée. Ensuite, une chose que je n'ai pas vraiment trouvée, c'est que à travers tout ce processus-là, on ne parle pas des autres nécessairement. Puis dans la pensée design, toutes les étapes se font avec l'autre, en constante collectivité. Et c'est ça la force, je pense, de ce processus-là, c'est que on fait des mises en commun, on fait des grands groupes, on discute ensemble, l'autre va amener, même si c'est ma solution, l'autre peut faire du pouce sur ma solution. Donc, c'est une dimension hyper importante, l'autre, la communication avec l'autre et les parties prenantes, c'est-à-dire les gens qui sont affectés par le problème. Quand on parle, par exemple, d'entretenir les salles de bain, le concierge est une partie prenante. Bien, en fait, il est concerné par le problème, mais la directrice d'école est une partie prenante. Les autres élèves des autres classes sont des parties prenantes.
Donc, c'est de consulter tous ces gens-là autour. Et quoi de mieux pour un élève de la maternelle de pouvoir aller discuter, négocier, parler au concierge, aux plus grands, à la direction, à la secrétaire. Ils font partie de la vie scolaire. Donc, c'est très, très, très important et ça leur donne une confiance énorme, énorme. Donc, pas juste aux petits, mais je l'ai fait même avec des élèves, des étudiants de l'université. Ils ont senti un espèce de sentiment de wow, je suis capable de faire quelque chose, je suis vecteur de changement. Et oui, oui, tout à fait. Donc, il y a trois composantes qui semblent implicites comparativement à processus de pensée design dans le programme cadre, c'est-à-dire le processus d'idéation qui n'est pas très explicite. Il y a aussi le processus de prototypage qui n'est pas très clair, qui n'est pas là nécessairement, et que tout se fait ensemble, avec la collectivité, de façon collective, collaborative aussi. Donc, ce sont les éléments, les différences que j'ai pu voir, mais j'ai vu énormément de similitudes, donc on les voit ici. Est-ce que pour vous, ça vous fait réagir? J'aimerais avoir votre perception, j'aimerais avoir ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me dire, est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils ont essayé les processus d'enquête avec les petits à la maternelle présentement? Est-ce qu'il y en a d'entre vous? Ah, voilà, Monsieur Michael. Allô, Madame Natacha, c'est vraiment intéressant. Donc, je connaissais un petit peu de la pensée design, mais j'ai pris beaucoup de notes. Ce que je retiens là, pour ma belle classe là, avec mes petits trésors, c'est, je pense que je vais faire un pas de plus en leur parlant qu'ils peuvent être eux-mêmes, ben, je vais leur dire dans leurs mots, là, mais le vecteur du changement. Tu sais, c'est que comment est-ce qu'ils vont pouvoir expliquer qu'ils peuvent trouver eux-mêmes la solution puis l'expliquer? Oui, on travaille ça déjà là, un peu, mais c'est que dans mon groupe, je les vois être capables de parler plus de la solution. Donc, tu sais, habituellement, je finissais une activité, on avait des affiches et tout ça, là. Mais là, je pense que je peux peut-être en profiter pour leur laisser le temps, puis ça va les aider en même temps avec le vocabulaire parce qu'ils ont besoin de ça. Alors, chapeau, je trouve ça vraiment intéressant. Puis aussi, ben, pour moi, c'était les 3 phases, là. Donc, l'inspiration, moi, j'avais écrit l'idéation, puis la phase d'implémentation. Donc, ça, je trouve ça vraiment cool. J'ai hâte d'essayer. J'ai hâte de tester ça. Merci. Donc, c'est du nouveau, puis ça me fait du bien en même temps. Puis, c'est ça que j'aime bien. Alors, merci, Mme Natacha. Mais merci, M. Michael. Ce qui est intéressant, ce que vous dites, puis j'ai peut-être pas mentionné nécessairement, dans la mémoire collective. Puis ça, c'est très important. Si vous voulez, moi, c'est un outil, c'est pas dans la pensée design nécessairement, c'est un outil que j'utilisais beaucoup avec les élèves quand j'enseignais au primaire. La mémoire collective, au niveau des mathématiques, on gardait les concepts mathématiques, une mémoire collective. Je mettais pas d'affiche et eux c'est la mémoire collective qui était leurs affiches, leur mémoire. C'est leur mémoire à eux. Ça fait partie du groupe. Et quoi de mieux qu'un sentiment d'appartenance? C'est nous, c'est à notre image. Donc, la littératie aussi, en voyant les mots, en voyant des pictogrammes, en voyant ces choses-là, on développe la littératie aussi chez les élèves. Une littératie qui leur est propre, c'est leur mémoire collective, propre au groupe particulier. Et c'est ça qui est intéressant. Puis, je suis persuadée que quand travailler comme ça, on n'a pas beaucoup de gestion de conflits à faire après ensemble parce qu'on développe un sentiment d'appartenance et de bien-être avec nos pairs. On a contribué à quelque chose qui est plus grand que nous. OK? Donc, c'est très important la collectivité puis l'empathie. On empathise envers l'autre, l'usager, mais aussi envers mes amis. OK? Donc, c'est toute cette phase-là qui est importante aussi. Ben encore merci beaucoup. Bienvenue. C'est pas terminé. Donc, je vois qu'il y a des gens qui ne peuvent pas la voir, la page 17. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être rafraîchir votre onglet, peut-être. Mais ici, je posais des questions et des commentaires. Il y a une autre main de levée. Je ne sais pas c'est qui. Oui, c'est moi, c'est Marie-Antoinette. J'aimerais bien, moi, ma question, je suis d'accord avec le collègue qui venait de parler qu'au niveau de maternelle, c'est plus des solutions que les élèves apportent. Je vais donner un exemple. Quand j'avais donné le cours, la leçon sur la journée de la Terre, et plus, il me donnait des solutions, comment rendre la Terre propre, ne pas jeter des déchets, ne pas faire ceci. Donc, il donnait plus de solutions qu'être porteur
comment dirais-je, porteurs des changements. Donc, en maternelle, c'est plus les élèves vont vous donner des solutions, d'accord, sans ils ne se rendent pas compte qu'eux aussi peuvent être l'auteur de ces changements-là. Vous voyez? Mais ma question revenait surtout sur l'empathie. Parce que moi, quand on parle de l'empathie, je vois plus les émotions. Se mettre dans les souliers de l'autre. Mais à ce niveau-là, je ne comprends pas exactement où joue l'empathie là. Vous comprenez un peu? Oui, merci Madame Antoinette. Marie-Antoinette ou Antoinette? Oui, c'est Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, merci beaucoup pour la question. Je vous présente juste après la prochaine diapo. C'est vraiment la carte d'empathie. Je vais expliquer comment l'utiliser avec les élèves. Il y a différentes façons qu'on peut l'utiliser, mais aussi quand vous parlez qu'ils sont plutôt dans l'émission, ils vont émettre des solutions, c'est parce que le problème, on ne leur a pas dit que c'était un problème pour eux, c'est un problème externe. Donc, c'est dans la démarche de pensée design, c'est pas de dire, voilà, il y a des problèmes avec la Terre. Non. OK, oui, il y a des problèmes avec la Terre. Est-ce que nous, on a des problèmes environnement à l'école? On va aller sonder parce qu'ils ne se sentent pas impliqués. Un enfant qui ne se sent pas impliqué par un problème ne trouvera pas des solutions, il ne se sentira pas comme étant vecteur de changement. Il n'y a pas d'emprise. C'est plus gros que lui. Mais si on va voir à l'école, c'est plus petit. Si on regarde dans notre classe, c'est plus petit. Donc, moi, je dirais commencer avec la classe. Est-ce qu'on pourrait contribuer? Notre méthode de recyclage, le bac de recyclage déborde tout le temps. Est-ce qu'on peut arrêter de consommer? Qu'est-ce qu'on fait avec ces objets-là? Ça va où? Puis, par exemple, le centre de réparation de jouets ou de livres. Peut-être amener les élèves à conscientiser quand un objet est brisé, puis on le jette, ça va où ça? Ça va où? Puis les enfants en ont pas conscience, mais ça va dans les centres d'enfouissement. Et ça, c'est un gros problème environnemental. Donc, c'est de les amener, non nécessairement de leur dire, mais de les amener découvrir ces choses-là. Puis là, on va dire, on pourrait peut-être faire, et puis là, je les vois déjà, là, toutes les petites têtes pensées, mais tant et aussi longtemps qu'on les immerge pas dans un lieu où il y a un problème, ils ne se sentiront pas concernés. Alors, vecteur de changement, pour être vecteur de changement, il faut que tu saches à qui tu es, c'est-à-dire qui est concerné par le problème, et il faut qu'ils sentent qu'ils peuvent aller communiquer soit avec l'environnement ou la personne concernée. Mais si c'est trop grand, c'est trop grand. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Oui, je comprends, oui. Mais pas ça se limite seulement à l'école. Et puis, on ne sait pas ce qui se passe à la maison. Est-ce que les parents continuent ou pas? Quand ça se limite seulement à l'école et dans la classe, dans les cours. C'est ça le problème. Oui, au départ, c'est comme ça. Ils font la pensée design, puis après ça, quand ils arrivent à la maison, ils ne pensent plus. Mais j'ai travaillé avec des groupes et je l'ai fait à répétition et les gens ont changé leur perspective. C'est-à-dire que maintenant, quand ils voient un problème, ils voient l'écosystème du problème. Et ce n'est pas nécessairement qu'on veut développer des solutions innovantes, c'est qu'on veut qu'ils apprennent à développer des compétences collaboratives, de pensée critique, de pensée créative. Moi, je m'intéresse beaucoup plus à l'apprentissage quand ils font la pensée design que la solution au bout du compte. Parce que la solution, c'est un bonus. Mais ils apprennent au travers chaque étape du processus est hyper important aussi. D'accord, merci. Oui. Bienvenue. Il y avait M. Michael aussi qui a la main levée. Non? Ah, désolé, Mme Louis, j'ai oublié de baisser la main. Ah, c'est bon. Donc, Merci. quand on parle d'empathie, pour revenir tout à l'heure à ce que Marie-Antoinette disait, l'empathie, c'est vrai, c'est se mettre dans les pieds de l'autre, dans les chaussures de l'autre pour essayer de voir leur perspective. C'est très difficile, c'est pas une compétence facile à développer chez les jeunes, puis même chez les adultes, il y en a qui manquent d'empathie, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire qu'on peut travailler ça de façon régulière avec le jeune. J'ai ici la carte d'empathie qu'on peut utiliser dans la phase d'exploration, d'inspiration. On peut utiliser cette carte d'empathie-là. Je l'ai fait avec mon ordinateur. Je ne suis pas du domaine de design graphique, alors c'est très rudimentaire, je devrais dire. Mais ça vous donne une idée. Vous pouvez la reprendre. Ça va être dans la présentation. Vous allez pouvoir l'utiliser puis la refaire si vous voulez, ou la refaire avec vos élèves, comme vous voulez. Donc, on a la partie ce qu'ils pensent. Donc, quand on va aller voir, par exemple, le concierge qui a des problèmes avec la salle de bain, à garder les salles de bain propres, on va aller voir le concierge, on va lui demander ce qu'il pense qui ressemble.
il va dire ses sentiments. C'est à partir de l'affectif qu'on commence à avoir l'empathie. Il va dire, ben, je dois travailler fort, j'ai pas blablabla, j'ai beaucoup de choses à faire, puis à chaque jour, c'est les mêmes choses. Les salles de bain sont pas la consommation d'eau. On parle de beaucoup, puis, puis quand on commence avec ça, on réalise que le problème est plus grand que ça. On parle de la conservation de l'eau, on parle à faire attention au matériel qui nous entoure et ainsi de suite. C'est des grandes choses qu'ils doivent apprendre. Donc, ce qu'il en pense, donc, il en pense, comment il se sent. Ce qu'il voit. Alors, on demande au concierge, qu'est-ce que vous voyez? Bien, je vois que les robinets sont laissés ouverts, je vois que l'eau déborde, je vois qu'il y a de l'eau par terre, c'est dangereux parce qu'on peut glisser. Donc, il y a beaucoup de petits sous-problèmes au problème de non-respect des lieux de la salle de bain commun. Okay? Parce qu'un espace public, les enfants, surtout à la maternelle, quand ils arrivent à l'école, ils ne sont pas habitués d'être dans un endroit public de façon régulière. Peut-être à la garderie, oui, mais à la maison, c'est maman qui nettoie. C'est tout. Donc, c'est la salle de bain, c'est maman qui nettoie. Ils ne prennent pas conscience qu'ils doivent nécessairement ramasser. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Bon, il dit que c'est difficile, il y a des problèmes de dos, peu importe. Tout va sortir. Ensuite, ce qu'il entend, il entend beaucoup de bruit, ça joue beaucoup dans les salles de bain. J'ai déjà... c'est quelque chose qu'on voyait souvent dans les écoles, les élèves de la maternelle qui jouent, qui s'arroser dans la salle de bain. Bref, des petits trucs comme ça. Donc, on apporte, on développe ça chez l'élève à développer ce sens d'empathie. C'est-à-dire que, oh, mes actions ont des répercussions sur l'autre. Parce que c'est pas, ils ne font pas nécessairement le lien automatiquement. C'est à nous de faire ces liens-là avec eux. Et c'est à travers la démarche, c'est à travers la démarche qu'ils sont capables de le faire. Donc, la carte d'empathie, dans la phase d'exploration, ils peuvent l'utiliser pour aller faire leurs entrevues, un à un, chacun ou deux faire des diades. Ils peuvent se promener en diade, aller faire leurs entrevues. Ou on peut simplement les envoyer avec des petits post-it, pas trop, parce que j'ai vu des désastres arriver avec des post-it partout, mais des post-it, puis d'écrire leurs informations sur des petits post-it. Puis quand ils reviennent en classe, on met une grande carte d'empathie. Et là, on va les coller sur ce qu'ils voient, sur ce que la secrétaire voit telle chose, le concierge voit telle chose, la direction voit telle chose, elle dit telle chose. Donc, et là, on peut le faire, moi, je le fais toujours de façon collective. Donc, on peut le faire une grande murale et ils viennent poser les informations de façon collective sur la grande murale. Ou on peut le faire de façon individuelle ou en petit groupe, où chaque groupe part avec sa carte d'empathie. C'est dépendant votre groupe, dépendant votre préférence aussi. Mais c'est un outil très intéressant pour développer justement, et on travaille les 5 pourquoi à l'intérieur de ça. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi vous vous sentez comme ça? Pourquoi c'est dangereux? Donc, les enfants développent peu à peu une vision beaucoup plus élargie du problème et de son impact. Parce qu'il y a le problème et il y a l'impact aussi du problème. Et c'est ça aussi qu'il faut développer chez les jeunes, parce que des fois, les jeunes disent, bah, c'est juste le problème du concierge. Non, on peut se blesser. Il y a de la consommation d'eau qui est peut-être trop. Donc, il y a des répercussions sur l'environnement et ainsi de suite. Donc, ça amène les élèves à penser plus grand, plus grand. On ouvre sur différentes dimensions du problème. Et c'est ça qui est important. Et sur différentes personnes qui sont affectées par le problème. Et c'est de là l'empathie qu'on peut développer, cette empathie-là. Et au niveau de définir, on peut travailler avec le tableau encore, le tableau collectif, mais les enfants peuvent commencer à faire des tableaux, comme je le disais tout à l'heure. On peut faire des diagrammes à bande, ils ne sont pas trop petits pour faire ça. On peut même les faire avec du papier construction. Est-ce qu'il y a plus de gens qui t'ont dit ça? Est-ce qu'il y a plus de gens qui t'ont dit ça? Donc, commencer à travailler ces outils-là mathématiques, les diagrammes de veine. On peut travailler avec le papier mural de façon collective, régulière, tout au long du processus. Et c'est selon votre préférence aussi. Une autre chose, dans la phase d'idéation, quand on travaille beaucoup le remue-ménage, le brainstorming, c'est une pratique avec les post-it qui se fait très bien. Une chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai fait des ateliers à maintes reprises et j'ai remarqué que la plupart du temps, quand on avait un problème ouvert, j'avais souvent des gens qui voulaient travailler sur 2 problématiques complètement différentes. Et c'est correct. C'est correct parce qu'un enfant qui travaille sur une problématique pour laquelle il ne se sent pas engagé ou nécessairement concerné, ça ne vient pas le chercher,
ne sera pas aussi engagé que s'il est, intéressé par la problématique. Donc, souvent, je le faisais, j'avais 2 problématiques qui travaillaient de façon simultanée. Et c'était très intéressant parce qu'on faisait toutes les étapes en même temps, mais on travaillait sur des problématiques complètement différentes, puis je me promenais entre les deux sous-groupes. Puis c'est très intéressant parce qu'on a 2 pierres d'un coup. On a réglé 2 gros problèmes. Donc, puis souvent, on pouvait trouver des points communs aux 2 problématiques. Donc, on peut travailler aussi beaucoup la mémoire collective. J'aime beaucoup travailler ça, la mémoire collective, de façon continue, c'est-à-dire de mettre des images sur le mur et de garder ça continu, puis de les laisser aller poser des nouvelles choses à chaque fois qu'ils arrivent en classe. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On a encore beaucoup de temps, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des idées. On a parlé tout à l'heure de centre de réparation d'objets, de jouets ou de livres. On a parlé peut-être d'aider le concierge à garder les lieux de la salle de bain propres. Je sais que l'hiver, il y a souvent des problèmes au niveau des casiers. Je ne sais pas si vous avez des casiers fermés. Souvent, dans les classes, dans les écoles, ça arrivait l'hiver, la condensation dans les casiers, les vêtements mouillés et ainsi de suite. Donc, de trouver des solutions à ces choses-là. Au niveau de la bibliothèque, il y a tellement de choses à l'école qu'il y a beaucoup de petites problématiques sur lesquelles on peut travailler, puis on a juste à laisser les élèves aller sonder le terrain. Est-ce qu'il y a une problématique qui touche beaucoup de gens à l'école? Je commencerai peut-être avec ça, mais aussi, avant de se lancer dans un problème ouvert, peut-être commencer des petites pratiques avec des problèmes plutôt fermés, c'est-à-dire un centre de réparation, comment on peut organiser les pinceaux ou les blocs ou les Legos. Est-ce qu'il y a un centre de classification des Legos? Peu importe, quelque chose qui les concerne. Donc, pour la phase d'évaluation, souvent, pour le prototypage, on va utiliser des crayons de couleur, des papiers, du matériel d'art, des boîtes de crayons, des boîtes de carton, des Legos, des blocs, la pâte à modeler, des maquettes. Alors, on utilise souvent ce matériel-là. Il y a aussi, je vous ai mis un lien, il y a de plus en plus le Cardboard Challenge, qui est un défi qui est lancé souvent aux écoles pour travailler avec les boîtes de carton. Amazon génère beaucoup de boîtes de carton avec leur livraison. Donc, ils ont décidé, plusieurs gens se sont mis ensemble, j'ai mis le lien pour ça, pour trouver des solutions aux boîtes de carton pour les utiliser comme matériel de, justement, prototypage ou pour innover avec la boîte de carton. Donc, les boîtes de carton qui est aussi un outil très intéressant avec lequel on peut travailler avec les élèves. Donc, la phase d'évaluation, on a les tableaux post-it, le papier mural, mais il y a aussi, en design thinking, on parle de journey map. Où est le lien? Ah, je vais les mettre à la fin. Je vais vous montrer les liens tout à l'heure. Oui, pour les présences, je pense que les liens pour les présences étaient en début. Si vous allez dans le fil de discussion, c'est au tout début. Si vous pouvez vous retrouver. Donc, ici, je vous présente le Journey Map, qu'on appelle aussi la phase. On utilise ça pour la phase quand on travaille avec les usagers et les parties prenantes, c'est-à-dire à évaluer et communiquer les solutions. Donc, on va évaluer les solutions. Est-ce que les solutions sont adaptées? Quels sont les côtés positifs de la solution? Est-ce qu'on peut les raffiner? Les côtés négatifs? Est-ce qu'il y a des questions encore? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas adressées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui surgit? Parce que souvent, quand on travaille avec la pensée design, on s'aperçoit, on trouve une solution, puis là, oh, il y a une autre problématique sur laquelle on peut travailler rapidement. Donc, il va y avoir un autre envolé vers quelque chose de complètement différent. Puis souvent aussi, qu'est-ce qu'on a appris aussi des nouvelles idées? Il faudra le remettre, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui ont perdu la connexion. Ah, OK, oui. Vous voulez dire pour les présences, c'est ça? Claudia? Oui, attendez, je vais essayer de voir. Je vais le faire à la fin. Je vais essayer de. Est-ce que vous me permettez de prendre une petite pause pour aller chercher le lien? Je vais vous revenir dans deux. Je ne sais pas si je le vois. Le lien. Attendez. Une seconde. Ah, voilà. Je vais coller. Et je vais retourner à la fin. Pour ceux qui n'ont pas.
Désolée pour de prendre ce petit moment-là. Ah, voilà. Merci Sylvie qui a remis le lien. Merci beaucoup. Donc, en ce qui concerne le Journey Map, c'est une phase d'évaluation. Ce n'est pas obligatoire. On peut le faire de façon, comme je le disais, de façon orale. Surtout, mais avec les petits, ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille, bon, c'est pour garder en mémoire, la mémoire vive, sur des choses, des nouvelles idées. Oh, ça nous a pris des nouvelles idées. On pourrait faire ça pour notre salle de, je ne sais pas, pour l'endroit de lecture. On pourrait aménager. Et souvent, ça m'est souvent arrivé de voir que les enseignants commençaient justement avec l'aménagement de la salle de classe. À travailler la pensée design, que ce soit pour Noël, que ce soit pour l'hiver ou peu importe. Ils commençaient souvent avec quelque chose de fermé, c'est-à-dire on leur soumet comment on pourrait aménager la salle de classe pour faciliter ou favoriser tout le monde, inclure tout le monde. Donc, c'est plus un défi qui est fermé. Et ça aussi, c'est intéressant. Puis après ça, on va vers quelque chose d'un petit peu plus costaud, c'est-à-dire on ouvre sur un problème qui est un petit peu plus ouvert aussi. Madame Natacha, oui. Oui, excusez-moi, c'est encore Marie-Antoinette. Avez-vous un plan de leçons, le visuel d'un plan de leçons qui peut vraiment nous aider à avoir une idée? Là, c'est la théorie, c'est bien beau, mais la pratique, vraiment, comment le faire? C'est vraiment intéressant ce que vous dites là. Quand vous parlez, je me vois dans les cours de sciences avec mes petits, mais avoir un plan de leçons pour pouvoir nous aider à comment vraiment mettre ceci en œuvre en salle de classe. En avez-vous? Oui, à la toute fin de la présentation, il y a la liste de références. Il y a Diane Pruneau, qui était ma directrice de thèse, ma co-directrice de thèse, et Raymond Leblanc. Et Diane Pruneau a fait un guide sur la pensée design. Le lien est là, mais ce n'est pas nécessairement pour les élèves de la maternelle jardin. Il y a aussi un autre lien vers la boîte à outils de IDEO qui vous laisse des possibilités de trouver des leçons qui pourraient être faites. C'est sûr que les leçons toutes faites ne sont pas nécessairement des choses qui sont accessibles, mais moi, ce que j'offre des ateliers de 5 jours, comme je vous ai dit. C'est très difficile en 1h30 de faire toute la pensée des design. Ça, c'est vraiment difficile. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est de vous donner une idée d'ensemble, de vous donner quelques petites idées ici et là, pardon, mais c'est vraiment en le faisant. Et ça, c'est une démarche avec laquelle il faut le faire une première fois, nous-mêmes, la vivre en tant qu'éducateur, la vivre pour pouvoir ensuite être facilitateur. Parce que c'est une chose de la montrer, mais de faciliter le processus, il faut l'avoir vécu. Souvent, c'est ce que je remarque. Oui, donc, il y en a, puis je vous ai donné aussi des liens où vous pourrez trouver toutes sortes de ressources pour vous aider, pour vous guider dans tout ça, mais d'après mon expérience, c'est aussi très important de la vivre soi-même pour voir comment on vit cette démarche-là, qu'est-ce qui est intéressant. Donc, puis c'est plus facile, la facilitation se fait beaucoup plus facilement de cette façon-là. OK, et où sont vos liens? Où est-ce qu'on peut trouver les liens? À la fin de la présentation. À la toute fin, je vais vous montrer. Joanne? Merci beaucoup. Oui, pardon. Je voulais peut-être aider madame. Excusez-moi, madame, j'ai perdu votre nom. Veux-tu que je mette mon... Marie-Antoinette. Bon, Marie-Antoinette, comment puis-je l'oublier, mon Dieu, quel beau nom. Alors, oui, peut-être que, juste pour vous mettre plus à l'aise face à ce processus-là, plutôt que de chercher à avoir quelque chose qui existe déjà et de le mettre en application comme un projet ou une planification pour une leçon ou pour une classe ou quoi que ce soit, peut-être plus rester aux aguets de ce qui se passe dans votre classe et éventuellement faire intervenir la pensée design. Moi, je trouve que c'est tellement proche de ce qu'il y a dans le programme que j'ai envie de carrément du programme, mais parlons de la pensée. Ce qui se passe, la pensée design, le processus de pensée design, dans ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a une table qui casse ou il manque une table dans la classe. Les enfants arrivent avec cette observation-là. On n'a pas assez de place, on a besoin d'une table de plus. OK,
le problème. On a besoin d'une table de plus. On va demander à quelqu'un de la fabriquer. Eux, ils ne vont pas la fabriquer. Bon, d'accord. Alors, mais comment? Il faut lui donner des indications. Comment on fait? Et là vient tout le processus. On réfléchit. Comment est-ce qu'on va faire notre commande de table? Comment est-ce qu'on va... Bon, éventuellement, on arrive, là, j'abrège, hein, mais éventuellement, on arrive à... Il faudrait lui donner une mesure. OK. Comment est-ce qu'on mesure? On n'a pas d'instrument pour mesurer. Et là passe toute une série. Là, vous laissez les enfants aller. Ils vont mesurer avec leurs mains. Ils vont se rendre compte que les mains ne sont pas toutes de la même grandeur. Ça peut peut-être pas marcher quand on va dire 4 mains. Alors, éventuellement, arrive aux chaussures. Ah, c'est 5 chaussures. Ah, mais tout le monde n'a pas les mêmes chaussures. Éventuellement, ça passe au papier. Ça, c'est un projet qui a été vécu. C'est pour ça que je vous le dis comme ça. Éventuellement, ça passe 5 feuilles de papier. On va donner au concierge la feuille et puis on va dire c'est 5 comme ça qui fait la table. Bon, tout ça, c'était, je pense, tu me corrigeras, Madame Louis, si tu veux, mais je pense que ça procédait de ça. Il y avait un problème à régler et on a trouvé les moyens avec ce qu'on avait, ce qu'on faisait. On a quand même été très créatifs pour mesurer. Et puis après ça, on a pu communiquer ces informations-là pour avoir satisfaction, c'est-à-dire une nouvelle table. Et ça, ce n'était pas quelque chose de planifié et c'était un besoin qui a surgi à un moment à l'intérieur d'une activité qui avait lieu. Alors, c'est des petites choses comme ça qui peuvent devenir des grands projets. Voilà ce que je Exact. voulais. Merci, Joanne. De Mais rien. ce qui est intéressant aussi avec la pensée design, pour faire une petite, comment je pourrais dire, une petite distinction, c'est que finalement, ils vont peut-être réaliser que ce n'est pas une table dont ils ont besoin. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'au départ, c'était une table, mais éventuellement, ça devient peut-être, je ne sais pas moi, un fauteuil. Donc, c'est parce qu'on sonde le terrain. Parce que oui, on s'intéresse à la table qui est brisée, comme Joanne le disait, tout ça, mais on va aller sonder le terrain, puis finalement, on s'aperçoit que finalement, il y en a trop de tables dans la classe, puis il n'y aura pas de place si on en met une table. Donc, c'est de voir comment on part avec quelque chose, puis on arrive avec quelque chose qui est encore plus intéressant à la lumière de leurs besoins. Et c'est ça, parce que les besoins changent au fur et à mesure du processus, parce qu'on ne sait pas où l'idéation va aller. Donc, je ne sais pas si c'est... Mais c'est vrai ce que Joanne dit, dans le sens que c'est mieux de partir de leurs besoins. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui arrivent dans une classe, et il y en a des besoins, il y en a beaucoup. Et c'est important de ne pas juste regarder les élèves de la classe, mais de sortir de la classe, d'aller voir la secrétaire, le concierge, parce que le concierge peut en fabriquer. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de gens dans l'école, des parties prenantes qu'on appelle les personnes concernées, pour qui les élèves peuvent aller chercher des ressources. Et c'est cette capacité-là, c'est là qu'ils réalisent que, oh, on peut faire plein de choses, nous. On a été capable de faire ça, d'aller voir le concierge, la directrice, on est allé rencontrer des parents. Donc, c'est tout ça qui importe aussi beaucoup. Donc, je ne sais pas si c'est... Je vais devoir poursuivre un petit peu, je vais aller un petit peu plus loin. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, tout à l'heure, les gens ne pouvaient pas le voir parce que les liens sont lourds. Donc, il y a beaucoup de matériel, surtout la IDEO. Est-ce que vous voyez les liens ici au niveau des ressources? Oui, on les voit. Oui, bon, alors la première ressource ici, c'est vraiment la boîte à outils. Vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous voulez et c'est vraiment, je vous le dis, c'est volumineux quand même assez, là, vous pouvez le mettre dans un cartable et ça vous donne vraiment des bons outils pour suivre une démarche comme celle-là, de susciter justement, de faire émerger les problèmes ou les solutions et ainsi de suite. Cadre 21 qui donne des certifications, mais ce n'est pas nécessairement pour les élèves des cycles en particulier, je vous dirais nécessairement. Les défis boîte de carton, qui est très intéressant aussi, que les élèves, ce n'est pas nécessairement la pensée design, mais ça vous donne des idées de qu'est-ce qu'on peut faire avec des boîtes de carton, des maquettes et des trucs comme ça. C'est un matériel très intéressant, très peu coûteux, et qu'on peut faire, puis on peut même utiliser, j'ai oublié de le mettre, il y a c'est comme des attaches qu'on peut utiliser pour joindre des boîtes de carton ensemble. Donc, on peut faire des constructions quand même assez solides avec ces boîtes de carton-là. Donc, j'ai mis ici les références, à la fin, les références, et je vais essayer, pendant que je vous demande vos questions et vos commentaires, il ne reste vraiment pas beaucoup de minutes. Combien de temps il me reste en fait? Pour quelques minutes, environ 6 minutes.
OK. Alors, je vais répondre aux questions en attendant, puis je vais vous mettre le lien vers la présentation. Donc, il y a Joanne qui a levé la main. Pas Joanne, Mireille, il y a Joanne, puis je pense qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Donc, Mireille. Merci beaucoup pour cette présentation et moi, j'ai hâte vraiment d'essayer ça dans mes classes, vraiment. C'est juste, je peux le voir ce concept-là, c'est d'amener les élèves à résoudre des problèmes de la vie, du quotidien. Et il y a, puisque les élèves sont assez créatifs et ils peuvent penser à des problèmes vraiment réels de la vie, il se peut qu'ils se heurtent à la réalité qu'il y a dans la vie des problèmes qui n'ont pas de solution. Et ça fait partie de la vie. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est vrai. C'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui n'ont pas de solution. Il y a des problèmes qui n'ont pas de solution, mais on peut redéfinir le problème. Et c'est ça le processus itératif. Le problème se redéfinit sous une dimension qui est différente. Et il y a souvent des solutions. J'ai fait la pensée design avec des élèves en ligne au Sénégal et la solution, c'était des affiches de sensibilisation. C'était tout. C'était tout. On a découvert, en fait, je vais vous le dire brièvement comme ça, on a découvert qu'ils voulaient travailler sur, je pense, quelque chose qui les concernait. Puis on a trouvé que c'était l'insalubrité des salles de toilette dans les écoles à l'été. C'est très, 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 très problématique. Et on a découvert que les filles n'allaient pas à l'école pendant leurs règles à cause de ce problème-là. Alors, c'était un énorme problème. On aurait, les gens, les gens n'en parlaient pas. Les filles manquaient l'école pendant leurs règles parce qu'ils n'avaient pas accès à la salle de bain. Donc, c'est pour ça quand on parle de, oui, c'est peut-être une table au départ, mais ça va peut-être devenir quelque chose de complètement différent après. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas fait l'exploration des sous-problèmes et des différentes facettes du problème et des dimensions et des gens concernés autour. Donc, c'est en faisant des activités d'exploration, c'est là qu'on réalise, ah, j'avais même pas vu ça, waouh, c'est un méga problème ça finalement. Bien, on va s'attaquer sur ça. Donc, on part avec quelque chose, puis on s'en va vers quelque chose d'autre. On ne sait jamais. On ne sait jamais, et c'est ce qui est intéressant. Et cette flexibilité qu'on développe chez les jeunes, c'est la même chose avec la pandémie. C'était un problème sanitaire au début. Et là, on a vu tous les problèmes de la société, on a vu telle chose, et là, on a réalisé, oh, on a beaucoup de problèmes. Donc, c'est ça qui est important, c'est l'ouverture vers des problèmes, l'ouverture vers où ça nous amène. Oups, est-ce que j'ai... Non, je pense que je n'ai pas collé la bonne... La présentation, je vais essayer de voir. Mais il y avait d'autres, il y avait Caroline, il y a Joanne. Joanne, est-ce que tu... Oh non, tu as baissé la main, Joanne? Oui, pardon, j'avais oublié de l'enlever. Ah, OK. Il y a Caroline qui avait une question ou qui avait levé la main. Je ne sais pas si c'est une question ou plutôt un commentaire. Je pense, ou peut-être une confusion de ma part, mais quand la présentation a commencé, c'était quand le lien avait été fait avec le domaine de l'industrie. Et moi, je pense à l'informatique parce que design thinking, ça existe également en informatique. L'idée est qu'en bout de ligne, on va créer un produit ou un système ou une solution pour répondre à un besoin. Donc, je ne vois pas la possibilité de ne pas avoir quelque chose en bout de ligne. Parce que sinon, les usagers qui ont fait la demande, on ne répondra pas à leurs besoins, puis ça, c'est grave. Donc, l'idée que ce n'est pas possible, ça devrait, d'après moi, ça ne devrait pas être considéré parce que si l'usager le demande, si ce n'est vraiment pas possible de le faire, ça devrait être adressé dès le début plutôt que de perdre plein de temps dans le processus puis d'arriver à la fin et de les décevoir. Oui, tout à fait. Donc, quand on parle de l'industrie, quand on parle de l'industrie de la mode, l'industrie technologique, l'industrie de l'ingénierie, oui. Quand on parle de l'école, moi, quand je m'intéresse à la pensée design, je ne m'intéresse pas nécessairement à la solution. Oui, la solution a un impact, mais j'utilise la pensée design pour développer des compétences, pour développer un sentiment de oui, je peux être vecteur de changement. Moi, je suis intéressée par l'apprentissage qu'on fait à l'intérieur de ça. Je ne travaille pas à l'industrie, je ne m'en vais pas rendre. Tu sais, les solutions, oui, si je peux aider en même temps, c'est un bonus.
C'est-à-dire que les problèmes, que moi, je vois une solution, une affiche, une sensibilisation, je la vois comme étant une solution aussi. Pas du même impact qu'un nouveau produit, bien sûr. Puis là, on parle d'innovation. Moi, je fais une grande différence entre un produit d'innovation puis une solution adaptée à la personne concernée. Mais c'est sûr que, comment je pourrais dire, quand je travaille avec les élèves, je ne m'attends pas à rendre un produit pour un usager dans une industrie nécessairement, mais à plutôt trouver une solution qui leur est propre. Je ne sais pas si... Je comprends cela, mais il faut... Mais quand on dit, ben, si on part de quelque chose, mettons, les usagers veulent quelque chose et on leur livre quelque chose de complètement différent, je ne suis pas certaine si on développe des bonnes habiletés. L'habileté n'est pas d'ignorer ce que les gens ont besoin, le besoin qui a été exprimé. Tout à fait. Mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'usager est toujours à chaque étape du processus. Il fait partie du développement aussi. Il interagit avec nous. Et si c'est la sensibilisation avec laquelle on doit débuter, mais on débute avec la sensibilisation parce que de toute façon, même si on n'a pas l'acceptabilité, pas des usagers, mais des gens qui vont recevoir la solution, mais il faut travailler la sensibilisation aussi. Donc, l'usager fait toujours partie de chaque étape. À chaque étape, il va être d'accord ou non d'accord avec ce qu'on lui propose. Tout à fait. À ce moment-ci, 14h33, j'aimerais, au nom de tous ceux qui étaient présents à l'atelier, j'aimerais vraiment remercier Madame Natacha pour son expertise, pour nous avoir, je veux dire, allumé à cette façon de penser, même ça, chez les tout-petits. Plusieurs pistes ont été données. Je vois qu'on pourrait continuer la conversation. À ce moment-ci, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir pris part à cette journée pédagogique. Je suis convaincu que les participants repartent avec des idées dans leur coffre d'outils qu'ils vont peut-être essayer d'explorer dans les prochaines semaines. Donc, au nom de tous, merci énormément. Vous pouvez poursuivre votre conversation si c'est votre vœu. À ce moment-ci, je vais arrêter l'enregistrement et puis vous pourrez poursuivre le tout. Puis, gênez-vous pas, surtout afin de pouvoir donner une bonne rétroaction. J'ai déjà placé le formulaire de rétroaction dans le clavardage. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de prendre quelques minutes si nous, on veut être en mesure de s'ajuster et bien d'offrir de bons ateliers par la suite. Merci beaucoup, Mme Natacha. J'essaie de coller ma présentation dans le chat. Je n'arrive pas, c'est tout le temps le lien qui